Je suis architecte et urbaniste et également professeur d'université en Autriche, à Vienne. Et je travaille plus particulièrement, et ceci depuis à peu près 30 ans, sur les sujets du développement durable. J'ai pas de point de vue sur la tour triangle particulièrement. D'abord, je connais très mal le projet, donc ça serait très difficile de donner un point de vue dessus. Par contre, j'ai un point de vue sur les tours en général. Donc, point de vue auquel n'échappe pas la tour triangle, bien évidemment. Je suis aujourd'hui, je dirais, opposée à la construction de tours. Les bâtiments en général, tant qu'ils ne dépassent pas 80-100 mètres, ce qui est déjà très élevé, mais à partir du moment où on dépasse des hauteurs comme celle-ci, on a des consommations en termes de ressources en général très, très élevées, rapportées au mètre carré construit. Et puis ça entraîne aussi des questions, alors là on va dire plus d'un point de vue sociologique, humain, voire politique au sens large du terme. Une tour, c'est donc une surface bâtie très importante, avec une seule porte en bas, grosso modo. Il s'agit d'une surface bâtie qui correspondrait à une petite ville ou à un village, sans aucun espace public, et parfaitement contrôlée, en un point particulier. Je dis un, il peut y avoir 2 portes, 3 portes, on est bien d'accord. On est là dans un système spatial qui est un système de contrôle énorme. Bon, ça c'est une chose qui me gêne terriblement. La deuxième chose qui me gêne aussi énormément, c'est qu'une tour, ça coûte très cher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que on va avoir une ségrégation des populations dans ces tours. On aura forcément uniquement des gens qui ont les moyens soit de louer, soit d'acheter. Ça veut dire qu'on se retrouve finalement avec un lieu totalement contrôlé dans ses accès et renfermant uniquement des populations extrêmement privilégiées par rapport aux autres. Donc ça veut dire qu'il s'agit bien là d'un acte politique contre lequel je m'élève, qui est la concentration et la protection des riches d'un côté, et puis tous les pauvres en bas, au pied, dans des petits bâtiments. Cette image-là est extrêmement grave d'un point de vue de la démocratie dans notre pays. Après, il y a la question des ressources. Alors, les ressources, c'est clair. La quantité de matériaux à mettre en œuvre dans une tour par mètre carré, compte tenu de sa forme, de ce qu'on appelle son élancement, c'est-à-dire la quantité de charge qu'elle doit encaisser, ne serait-ce que par son poids propre, et les charges d'exploitation qui se superposent les unes aux autres, ainsi que la réponse aux efforts au vent, puisqu'une tour, il faut qu'elle résiste aux efforts au vent et aux tempêtes, nécessite de mettre en œuvre des quantités de matériaux extrêmement importantes, beaucoup plus importantes que sur un immeuble même de 10 niveaux. Aujourd'hui, globalement, c'est entre 500 kWh mètre carré par an d'énergie primaire et 1000 kWh par mètre carré par an d'énergie primaire, alors qu'un bâtiment de bureau classique aujourd'hui, ça va être 150. Quand Herzog et de Meuron parlent, ou d'autres architectes parlent de tours écologiques, ils sont en train de dire on peut faire des efforts sur les tours pour réduire la consommation énergétique. Oui, mais c'est pas possible. Je veux dire, aujourd'hui, c'est pas le sujet, c'est pas de réduire nos consommations, c'est de transformer complètement les consommations des bâtiments et de les réduire par 4. Une chose est certaine, c'est que les lois qui s'annoncent en matière de réglementation énergétique vont obliger, y compris les immeubles de bureaux, à ne pas dépenser plus de 50 à 60 kW. Bon, une tour ne peut pas. C'est impossible. Donc, bien sûr, on peut toujours faire ça. Essayer de se dépêcher avant que la réglementation arrive, c'est d'une malhonnêteté considérable. Quel est l'intérêt de la tour? Quel serait l'intérêt de la tour? C'est l'intérêt de la densité. C'est-à-dire à un moment donné, de concentrer beaucoup de gens dans un endroit, si possible un nœud de transport, pour éviter les déplacements. Puisqu'on sait aujourd'hui que la question des transports est une question majeure en termes d'émissions de CO2. Donc il faut réduire les transports. Donc on dit effectivement, mettons tout le monde autour des nœuds de transport pour pouvoir effectivement
réduire ses émissions de CO2. Densifions la ville. Densifions la ville, ça c'est une très bonne idée. Pour autant, il faut la densifier intelligemment, à des endroits pertinents. S'il y a des endroits où il faut bien densifier la ville, c'est bien évidemment sur les stations de métro, sur les gares, il y a suffisamment de gares à Paris, pour effectivement rationaliser les transports et réduire les durées de cheminement, les longueurs, etc. Mais à la porte de Versailles, il y a quoi? Commençons par amener les transports en commun, puis ensuite on construira la tour. Et puis il y a plein d'autres endroits qu'on peut densifier. Même dans Paris intramuros, on pourrait continuer à densifier. Pas beaucoup, mais on peut continuer à densifier. Et la première couronne, bien évidemment, on peut la densifier facilement, sans aucun problème. Et trouver les, je ne sais plus combien fait la tour triangle, de nombre de mètres carrés construits. C'est très facile de les construire, mais allons le faire à Montreuil, donc à Saint-Denis, à Aubervilliers. Il n'y a aucun problème. Mais on n'y mettra pas ces populations qui sont prêtes à dépenser 6 000 euros, 15 000 euros le mètre carré pour acheter leur logement. C'est bien là qu'est le problème. C'est que là où il faudrait densifier, c'est dans des banlieues où les gens, pour des raisons X, peu importe leur raison, ne veulent pas aller quand ils ont de l'argent. Effectivement, la priorité, c'est les transports en commun, mais là, je crois que la ville de Paris, en tout cas, et la région sont bien conscientes de ça. Et puis après, il faut travailler avec beaucoup de soin. Vous pouvez rajouter les petits mètres carrés de panneaux solaires. Moi, je fais des bâtiments qu'on appelle énergie zéro ou énergie positive. C'est-à-dire où je réduis, je suis à 50, même pas 41 kW. Dernier immeuble de bureau qui est en construction. Il consomme 41 kWh mètre carré par an d'énergie primaire. Et je couvre avec grande difficulté cette consommation sur un bâtiment qui fait 5 niveaux. Vous imaginez bien que ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. En plus, les panneaux solaires, il faut les mettre globalement à l'horizontale. La surface de toiture d'une tour, comparée à la quantité de mètres carrés, c'est rien. Si on les met au-dessus des halles, peut-être, mais pourquoi ça ne serait pas les halles qui bénéficieraient, elles, de ces énergies renouvelables? Pourquoi ça serait les riches qui iraient couvrir les toitures des pauvres pour aller leur mettre des panneaux solaires pour en profiter, elles? Mais on va où, là? Oui, la question de compétitivité, moi je veux bien, je ne suis pas sûre que ce soit la forme d'un bâtiment, sa taille et sa hauteur qui fassent la compétitivité, c'est pas vrai. Je pense que par contre que Paris manque d'équipements, éventuellement d'équipements pour faire des congrès, des salons, etc. Et qu'il faille équiper Paris, enfin Paris, la région parisienne, d'équipements de grande dimension pour répondre à cette demande, très certainement. Bon, pour autant, c'est pas forcément à cet endroit-là, porte de Versailles, et sous la forme de ce projet-là. Les grandes foires ou palais des congrès dans les villes allemandes, c'est pas au centre-ville qu'elles sont. Je crois qu'il faudra peut-être relire ces questions de compétitivité à l'aune des leçons qu'on vient de prendre. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est pertinent de continuer à faire ces grands salons et ces grandes foires donc c'est toute la question-là. Oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, des gens comme Unibail, ils ne vont pas vous dire le contraire, ils défendent leur projet, c'est évident. Est-ce que vous avez déjà vu un bâtiment transparent? Personnellement. Eh ben non, parce que c'est pas possible. Parce que la transparence, vous pouvez avoir une façade transparente et l'autre façade de l'autre côté du bâtiment transparente. Dans une tour, vous avez des planchers de toute façon entre les deux façades. Et en proportion d'ailleurs, ces planchers sont éloignés des façades, puisqu'il faut que la tour elle tienne, donc c'est toujours de la grande profondeur. Vous n'avez jamais de transparence, ça n'existe pas. La transparence, elle existe si globalement la hauteur est supérieure à la profondeur. Là, il y a une transparence. Puis sinon, c'est une règle tout à fait logique, mathématique, physique.
Ça ne peut pas être transparent. Donc les dessins... D'ailleurs, il n'y a aucun bâtiment au monde transparent, sauf à respecter les règles que je vous ai données. Moi, je fais que des bâtiments tout à fait très engagés en matière de développement durable. Et en matière d'ombre, justement la question ça en fait partie. Parce que nous, on ne connaît pas vraiment, hein, on n'est pas des spécialistes. Donc porter honte sur le voisin, il faut essayer de ne pas porter honte sur le voisin. Ça commence comme ça, bien sûr.